Mathieu, bonjour. À l'émission Le Touche-à-Tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le copropriétaire d'une nouvelle entreprise dans la région, un nouveau commerce, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais les deux à la fois. La microbrasserie des Halles. Vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que c'est ouvert depuis... je vais vous présenter Mathieu Hébert. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est ouvert depuis combien de temps, là? C'est nouveau, là, hein? Oui, en effet, on est en activité depuis un peu plus d'un mois maintenant. Bon. La microbrasserie des Halles. Oui. Quand on regarde ton chandail, on comprend le mot Halde. Ici, dans la région, on est habitué, dans le commun, quand on parlait les dompes, hein? C'est Ouais, ça? exactement. Oui, les halles de résidus d'amiante. Puis tu as un chandail gris. Est-ce que ça vient chercher la même couleur? Tout est pensé? Oui, ben vraiment, on voulait mettre en valeur toute l'histoire de la région, les noms de nos bières, ça fait toute référence à l'histoire de notre coin. Les Halles s'imposaient d'eux-mêmes là, pour faire partie du nom de la brasserie. Alors, je t'ai présenté comme étant copropriétaire, ça veut dire qu'il y a au moins une autre personne propriétaire. C'est Oui, qui? en effet. Sophie Colonne au but. Bon, que tu connais bien. Oui, c'est ma conjointe. Bon. D'où vous est venue cette idée de partir une brasserie, une micro-brasserie dans la ville de Thetford? Il faut dire déjà, les microbrasseries, il y en a beaucoup partout à travers le monde. Nous autres, c'est à force de voyager qu'on se rendait compte. C'est vraiment des endroits agréables quand on arrive, qui servent un peu de guide touristique, qui nous font découvrir les produits, les spécialités de chaque région. Chaque bière de microbrasserie a une saveur régionale qui est propre. On voulait vraiment pouvoir mettre ça en valeur à Thetford. C'était la seule ville au Québec de plus de 20 000 habitants qui n'avait pas encore de brasserie. En plus qu'on a la chance d'avoir une malterie dans notre cour, on trouvait que ça allait de soi de faire une microbrasserie à Thetford. Et en plus, tu me disais juste un peu avant le début de l'émission que tu brassais déjà pour toi-même de la bière. Oui, on est vraiment des passionnés de bière. Moi et Sophie, on brassait des bières à la maison depuis quelques années déjà. Partout quand on allait en voyage dans des microbrasseries, on visitait les installations des brasseries, on parlait de bière. Depuis plusieurs années déjà, notre vie tournait beaucoup autour de ça. Là, tu me dis que c'est ouvert depuis quoi, un mois, hein? Oui. Mais le projet, là, il a pris naissance, bon, peut-être chez vous, dans la cave, en brassant votre bière personnelle. Ouais. Mais là, décider de s'ouvrir comme vous le faites, là, ça a pris combien de temps avant que le projet se concrétise? Ça doit faire au moins environ 4 ans qu'on en parle. Il y a 2 ans, on a fait notre cours de lancement d'entreprise. Il y a un peu plus d'un an, on a débuté les travaux dans le local. Il y avait vraiment beaucoup de travaux à faire. Puis c'est ça, maintenant, un mois d'ouverture. Est-ce que tu as été obligé de suivre un cours particulier pour apprendre à brasser un peu plus gros que juste un petit tonneau, là? Je sais pas, moi. Oui, en effet, j'ai été faire une formation à Montréal à l'Institut Brassicole du Québec. Ça m'a vraiment aidé à adapter ce que j'avais appris à faire à la maison, de le faire en plus gros, de vraiment utiliser tout l'équipement de façon professionnelle. Bon. Puis là, tu as dit que vous aviez commencé il y a à peu près un an les travaux à l'intérieur du bâtiment où vous êtes. Ouais. Vous êtes où? 420 Saint-Alphonse-Sud à Thetford. Ah, 420 Saint-Alphonse-Sud, c'est par en haut, là, Ouais, vers l'école secondaire. exactement. À quelle hauteur? On est voisins de Continental Convoyeur puis de la station-service Shell. Ah oui, alors vous êtes dans l'ancien local qui a déjà accueilli les vétérans ou encore les retraités de l'Asbestos Corporation. C'est un ancien garage, ça, hein? Oui, exactement. Alors t'es là, toi, là. Oui, c'est un local. Alors vous êtes propriétaire de cette bâtisse-là? Non, on n'est pas propriétaire. Locataire. On est locataire. Le propriétaire nous a vraiment aidé beaucoup à l'aménager. Une chance qu'on a eu son aide. Parce que c'est ça, c'est un local qui avait déjà servi à multiples fonctions, mais que ça faisait au moins 10 ans qu'il n'y avait rien eu à l'intérieur. On a eu beaucoup de travaux à faire, puis maintenant, on aime vraiment le résultat final. On trouve qu'on a un endroit qui nous ressemble. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur quand tu dis beaucoup de travaux? Là j'ai parlé de tonneaux, mais ça doit être plus gros, là? Oh ouais, ben on a tout aménagé la partie salle de brassage avec toutes nos cuves, nos fermenteurs, une grande chambre froide avec des cuves de service à l'intérieur. On a tout réaménagé la section bar avec des grandes vitrines. Quand on est assis à l'intérieur, on voit les cuves de brassage. On a une belle terrasse. On aime le look qui est industriel, mais en même temps chaleureux à l'intérieur. Okay. Et tu me parlais d'un fermenteur. Tu dis qu'il y en a 3. Disons que c'est une grosse cuve, là, de 800 800 litres, ouais.
Fait qu'on peut faire environ 3 batchs de bière par semaine de 800 litres. Hey, ça commence à faire du houblon, ça. Oui, oui, en effet. Justement, quelle sorte de bière que vous offrez là? On en a un bel exemple ici, là, du contenant. Ça, c'est un contenant d'1 litre, ça. Oui, dans le fond, présentement, c'est le seul moyen qu'on a de vendre la bière en take-out, c'est en cruchon d'1 litre comme ça. Les gens viennent, il y a une consigne sur le cruchon. Pour 10 ils peuvent avoir 1 litre de bière. On a vraiment une variété de bières, on en a pour tous les goûts. On en a quelques-unes un peu plus goûteuses, mais la plupart des bières qu'on a faites, on a vraiment fait des bières douces, accessibles. Il y a des saveurs plus qu'une bière commerciale, c'est certain, mais les saveurs sont balancées. Parce qu'on veut que les gens développent leur goût pour les bières de microbrasserie. Au même rythme où nous, on va apprendre à faire des meilleures bières, des meilleurs produits. On veut comme grandir ensemble là-dedans avec les clients. Et tu me disais que ce contenant-là, c'est à usage multiple, là. Oui, c'est ça, les personnes, ils le rapportent. Nous, après ça, on en reprend un nouveau, on le remplit, puis ensuite, on peut nettoyer les anciens et les réutiliser à OK. l'infini. Donc, les gens qui vont acheter de la bière chez vous, parce qu'il n'est pas dans les épiceries, hein, ce produit-là. Non, malheureusement, avec le permis qu'on a pour l'instant, les produits sont juste disponibles à la brasserie. Ah bon, bon, bon. Et tu me disais que c'était très important. Là, vous avez des bières douces, hein? Bon. Oui. Mais vous pouvez, à un moment donné, développer certains produits pour des amateurs qui voudraient avoir des produits un peu plus corsés, des choses du Ah genre. oui, on a beaucoup de variétés, on aime essayer plusieurs choses. Un des inconvénients de pas justement faire des bouteilles puis des canettes, c'est qu'on peut pas être dans les dépanneurs épiceries, mais l'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours faire la même recette de bière. On peut vraiment les modifier à chaque fois, discuter avec nos clients. S'ils nous disent celle-là est bonne, mais elle pourrait être encore plus forte, ben la batch d'après, on peut la modifier, on peut rajouter des choses, Ah jouer avec oui, les saveurs. OK. Et tu me disais, puis je l'ai pris en note, ça. Puis là, je vais te dire ce que j'ai écrit. Tu Oui, m'as dit, on a beaucoup de variétés, mais on a une ligne directrice. Utiliser des levures d'origine scandinave. oui. C'est, Pourquoi? ça fait quelques années que c'est apparu dans le milieu, puis nous, on est tout de suite tombé en amour avec ces levures-là. Ce qu'on aime vraiment, c'est leur efficacité, les saveurs qu'ils peuvent apporter à la bière. C'est vraiment, on aime travailler avec ces levures-là. Dans le milieu, les gens les appellent des Gveik, c'est des levures surtout norvégiennes, des levures de type fermière. On adore travailler avec ça. Surtout, c'est ça, pour la variété de saveurs qu'ils peuvent nous apporter, là. Alors, pour avoir une bonne bière comme ça, là, je ne te Ouais. demanderai pas la recette, là, mais ça prend quoi? Quels ingrédients qui sont là, là? Bon, on a parlé de levure, Ouais. ça va. On est parti. On a l'eau qui est l'ingrédient de base, le seul qui est gratuit. Il nous vient de la ville de Thetford qui est vraiment une eau de qualité pour travailler avec. Il n'y a pas de problème pour faire de la bière. Ensuite, l'ingrédient principal qu'on a besoin en plus gros volume, c'est le malt, la céréale. Ça, on a la chance d'avoir la malterie Frontenac à Thetford. Ça nous aide vraiment beaucoup. On sauve sur le coût de transport. Ben oui, hein? Quand on a besoin d'une poche parce qu'on a mal calculé quelque chose, on peut aller la chercher directement à côté. C'est des très bons voisins, là. OK. Alors là, tu as dit de l'eau, du malt, houblon. Les levures, puis ouais, en effet, il Ah, reste les le levures. houblon. Ah non, c'est houblon, oui, c'est Ouais, correct. Les levures où on a parlé, là. ouais, il reste le Le houblon. houblon. Le houblon, ben, on a un partenaire avec nous dans le projet, Simon Fortin, qui lui est en train de démarrer une houblonnière. Présentement, il n'y a pas des volumes suffisants pour qu'on puisse s'approvisionner uniquement de lui. Mais plus ça va aller, plus on veut avoir des produits qui vont être 100% locaux, avec juste des produits qui vont venir de la région. On a des bières aux fruits qui s'en viennent avec la fruiterie Nadeau. On veut vraiment rester dans le local autant que possible. Bon. Là, les gens qui nous écoutent, là, on va faire un jeu de mots. Ça leur donne l'eau à la bouche. Non, la bière à la bouche. Ouais, Là, il y aurait le goût d'y goûter. Il y ouais. aurait envie d'aller en chercher. Est-ce qu'ils doivent se rendre directement à ton local du 420 Saint-Alphonse-Sud? Quand? Ben pour l'instant, avec le confinement, puisque Thetford, on est en zone rouge, on n'a Oui. pas le choix. On va être ouvert seulement les jeudis, vendredis, samedis. Les jeudis, vendredis, c'est des 4 à 7, puis le samedi, de 1 à 4. On est ouvert seulement en take-out, le restaurant et la bière. Quand tu parlais du restaurant, tu as dit Oui. justement, j'ai été surpris parce que tu as dit, ah, on a une cuisine aussi.
Alors, qu'est-ce que vous offrez? Des repas qui se marient bien avec la bière? Oui, puis autant que possible, notre cuisinier essaye de cuisiner avec la bière et aussi en pensant à des choses qui vont bien se marier avec la bière ou les accords. Pour l'instant, le menu aussi a été adapté parce que vu que c'est juste des choses take-out, on voulait des choses qui s'emportent bien. Ça va être surtout burger, pizza, poutine. Une fois qu'on va être ouvert avec la salle à manger au complet, on va avoir un menu vraiment plus complet. Mais ça, je vais laisser soit à notre cuisinier de l'annoncer OK. en temps et lieu. Bon, ça fait pas longtemps que la cuisine est ouverte. Elle a été ouverte un peu après le produit de bière, là. Oui, c'est Oui, ça. bon. On a fonctionné environ 2 semaines, pas de cuisine, le temps d'adapter notre menu puis notre Oui. cuisine. Et quelle est la réponse? Là, ça fait un mois que vous êtes ouvert. Ouais. Bon, en tout cas, moi, pour avoir lu des choses sur Facebook, des amis qui ont été en chercher, les commentaires sont très positifs, mais est-ce que tu as une belle réponse? Est-ce qu'il y a des gens qui se présentent beaucoup? Oui, je vous dirais qu'on est vraiment agréablement surpris. C'est au-dessus de nos attentes. Nous, on avait déjà goûté les produits, on les trouvait bons, mais on avait hâte de voir si ça allait être apprécié de la population aussi. La réponse est vraiment, vraiment incroyable. On vend beaucoup, beaucoup de bières. On est vraiment content de tout ça. Puis surtout les commentaires, les gens ils en redemandent, ils aiment qu'est-ce qu'on fait, ils ont hâte aux prochains produits. On a des questions sur Facebook ou par téléphone à tous les jours, des gens qui s'informent qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les nouveautés. On est vraiment content. Donc, non seulement vous vendez un produit, mais vous le fabriquez aussi, là. Oui. Vous êtes combien d'employés? Pour l'instant, on est 3 employés, beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. Les amis, la famille sont très sollicités. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on va avoir besoin d'être plus d'employés. Pour l'instant, on est 3. Mais tu me disais là que les fermenteurs qui sont des grandes cuves, là, tu pourrais faire jusqu'à 3 fois Ouais, trois sortes de bières différentes dans la même semaine. ouais. Est-ce que actuellement c'est pas le cas, là? Ça fait juste un mois, mais c'est Ben, quoi vous faites là? présentement, là, on vient de prendre un peu le dessus, ça le ralentit un petit peu, mais je vous dirais que les 2 premiers mois, ça a été utilisé à pleine capacité parce qu'on voulait avoir une variété de bières. On voulait avoir au moins 6 saveurs tout le temps différentes. Ah mon Dieu, On OK. n'a pas réussi à en avoir toujours 6. Il y a des fois que ça descend à 4 ou 5, mais on essaye de les tenir pleins toujours, comme ça on a plus de choix de bières. Puis c'est surtout pas des produits qui passent date rapidement, donc on peut se permettre d'en stocker et d'avoir une variété de produits. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. J'avais le plaisir de recevoir le copropriétaire d'une nouvelle brasserie, Microbrasserie des Halles, située au 420 Saint-Alphonse-Sud, en montant là, tout près de Continental Convoyeur. Allez l'encourager. Et je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés une otorhinolaryngologiste. C'est un docteur qui s'occupe, on va lui demander c'est quoi que ça veut dire ça, otorhinolaryngologiste, Madame Audrey, docteur Audrey Godbout. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors c'est quoi ça, on dit des fois un ORL? Oui, ben c'est en fait un spécialiste qui s'occupe des oreilles, du nez, de la gorge. Donc, on est des chirurgiens. Tout ce qu'il y a dans la tête. Oui, ouais, sauf le cerveau et les yeux. Mais, Oui. mais on s'occupe beaucoup là, de la peau aussi. On va faire les chirurgies des thyroïdes, des choses comme ça, là, en général. Bon. J'ai le plaisir de te recevoir à mon émission parce que tu as eu une idée merveilleuse. Et là, moi, j'ai dit à Geneviève, la directrice ici de la télévision communautaire, il faut recevoir cette dame-là pour qu'elle vienne nous parler du vidéo qu'elle a eu l'idée de concevoir et de nous présenter. Explique-nous, bon, le fameux vidéo, je suis très, très surpris s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, là. En tout cas, Luc va sûrement en passer des extraits pendant qu'on échange. Le vidéo qui a regroupé plusieurs médecins en raison de la maudite pandémie, là, pour pas dire d'autre chose. Alors, c'est quoi l'idée? D'où vient l'idée de faire une vidéo avec des médecins? Ben, en fait,
Au départ, on voulait sensibiliser la population au fait que le COVID, cette fois-ci, à l'opposé de la première vague qu'on a eue, cette fois-ci, ben, ça se passait chez nous. Ça se passait à Thetford. Puis Oui, Thetford, la première vague, ça a été mollo ici c'est dans ça. la région. Ouais. On avait 30 cas, puis on se pétait les bretelles, mais là, oh, là. Non, ça allait vraiment pas bien. Donc, on voulait parler à la population que là, c'était ici, il y en avait partout, puis qu'il faut faire attention, en fait. Donc, on s'est rendu compte que les gens ils se sentaient moins interpellés, vu que la première fois, le COVID était plus là, dans la région de Montréal. Donc, cette fois-ci, les gens ils faisaient peut-être moins attention. Avec l'été aussi, là, il y a eu un peu de laxisme là, sur les mesures. Donc, c'est ça. En discutant comme ça avec des amis, j'ai eu l'idée là, de faire une vidéo parce que je trouvais ça important que les gens se sentent interpellés. Puis en mettant là, les médecins, ici on est une belle gang, on est des gens qui sont dynamiques. Fait que j'ai fait un appel à tous, puis la journée d'après, on tournait le vidéo. Donc ça s'est fait très, très rapidement. On a filmé ça en 30 minutes un dimanche. Ceux qui pouvaient venir sont venus. J'avais écrit un petit scénario préalable. Chacun avait une petite phrase un peu à dire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis le lendemain, moi, je diffusais ça sur mon Facebook personnel. Et là, ça a été repris. Oui, je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. On est rendu à 230 000 vues. Là. En l'espace d'une nuit, on avait 100 000. Là, fait que Ah oui, je pensais pas que ça allait être diffusé à si large échelle. oui. Mm. Ben, vous autres, les médecins, là, vous êtes avec les infirmiers puis tout le personnel de la santé, là, vous êtes sur la ligne de front, là, vous Ouais. autres, là. Oui, Alors, vraiment. c'est ce qui fait qu'à un moment donné, de dire, oups, là, les gens n'ont pas l'air à comprendre C'est ça, le sérieux de ce exactement. maudit virus-là. Là. Oui. Le traître, c'est un ennemi, ça, là. Oui, puis c'est un virus qui est très sournois. On s'est rendu compte que il y a beaucoup de personnes qui ont juste des petits symptômes de rhume. Il y en a d'autres qui finissent aux soins intensifs. Donc, ça se transmet là, hyper rapidement. Donc, il faut vraiment faire attention à ce virus-là. C'est un peu le message qu'on voulait donner, de respecter les consignes là, de la santé publique. Là. Puis, pour la vidéo, oui. C'était libre aux gens. Tu as lancé une invitation à tes confrères, tes consoeurs. Oui. Vous étiez combien? On était 15. Le lendemain, on était 15. Moi, je ne savais pas comment on serait. Là. J'étais contente parce que c'est sûr que si on avait fait ça beaucoup plus de façon anticipée là, à l'avance, on aurait eu encore plus de personnes. Je suis sûre qu'on aurait eu beaucoup, beaucoup plus de médecins. Mais là, à la dernière minute comme ça, c'était vraiment bien là, qu'on soit mobilisé à 15. Puis je voulais aussi là, qu'il y en ait dans toutes... on était un peu... Toutes les spécialités étaient toutes un peu représentées. Il y avait des chirurgiens, il y avait des anesthésistes, il y avait des médecins de famille, des urgentologues. Fait que ça, je trouvais bien qu'on dise, regardez, on est tous ensemble, là, puis on veut vous faire passer un message. Là. Et toi, tu avais même un invité particulier. Oui. Tu avais ton enfant. Oui, j'avais invité Antoine à venir parler là, pour un peu aussi qu'ils puissent parler à la population plus jeune, là, interpeller un peu les plus jeunes aussi dans cette crise-là pour leur dire de faire attention aux autres aussi. Là. Et là, tu me dis qu'il y a au-delà de 200 000 personnes, ou en tout cas 200 000 vues. Là. Oui, actuellement, il y a au moins 200 000 personnes qui ont vu ça. Fait que ça a largement dépassé Thetford. Oui. Parce que c'était ça ma cible au départ, c'était de parler à la population de Thetford, à la population aussi de Chaudière-Appalaches. Donc là, ça a fait pas mal le tour du Québec. Là. Mais ici, dans la région de Thetford, les gens qui sont aux prises avec ce virus, est-ce qu'ils sont soignés ici à l'hôpital ou ils sont soignés à l'extérieur, comme à, je sais pas moi, à Lévis ou à Québec? Oui, bien en fait, tout d'abord, c'est sûr qu'ils vont être pris en charge ici.
Fait que c'est ici qu'ils vont être vus par les médecins. Puis après, quand on a vraiment le diagnostic, puis on est certain que c'est ça, puis qu'ils ont besoin d'avoir une hospitalisation, mais là, on les transfère à Lévis à ce moment-là. C'est à Lévis. Oui, c'est à Lévis. Le but de ça, en fait, c'est de garder, d'avoir un centre qui reçoit tous les patients COVID pour laisser laisser les autres centres plus verts, là, qu'on appelle, donc pour éviter les contaminations, là, pour garder les équipes là, le plus possible en santé, là. La vice-première ministre, il y a un mois, là, elle a lancé un appel en disant hey, les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, là, on s'en va vers un mur. Ouais. Mais est-ce qu'à l'hôpital, bon, on a fermé l'obstétrique, là, les Ouais. fins de semaine, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres services qui sont sur le difficile, là? Ou... Ben, en fait, on maintient tous les services à bout de bras, là. Ça, Ah bon. c'est vraiment précaire. C'est vraiment un enjeu de ressources humaines qu'on a actuellement. Il manque beaucoup d'infirmières, il manque de préposés, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est des vases communicants, là. Fait que veux pas, s'il y a une éclosion dans une résidence, ben, ils vont prendre des infirmières de l'hôpital puis ils vont aller les aider. Fait qu'à ce moment-là, ben, ces infirmières-là sont en moins dans l'hôpital. Fait que là, des fois, les autres hôpitaux du CIS peuvent nous aider. Il y a des transferts un peu de personnel qui se font comme ça. Mais il reste que c'est tout le temps le même bassin qu'on a de personnel. Fait que c'est certain que plus qu'on a d'éclosions, ben, moins qu'on a de personnel à l'intérieur de notre hôpital. Ouais. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait que le centre mère-enfant actuellement, ben, c'est pas qu'il est fermé, là. Il y a encore des services qui se passent là. C'est juste que la fin de semaine, il était plus capable d'avoir assez d'infirmières pour que le service soit complètement ouvert. Fait qu'il y a encore des infirmières qui sont là la fin de semaine. Il y a encore des patientes même qui peuvent être là. Il y a un obstétricien encore qui est sur place. S'il y a des accouchements là, urgents, tout ça à faire. Mais il y a un certain nombre de patients en fonction là, du nombre d'infirmières qui est possible pour la sécurité des patients. Fait que c'est certain que si ça dépasse ce nombre-là, ben là, les patients, il faut qu'ils aillent dans un autre centre hospitalier se faire traiter à ce moment-là, là. Fait que, ou poursuivre leurs soins, là, tout dépendant. Donc, le message que la vice-première ministre a lancé n'était pas vain. Non. Parce que vous autres, vous le vivez ici, là. Oui. On parle de chez nous, là. On ne parle pas des voisins, là. Non, on parle de chez nous. C'est vraiment ici que ça se passe. Puis, c'est ça, ça nous fait mal au cœur là, de devoir couper dans des services comme ça. Puis, à chaque semaine, c'est réévalué. Présentement, au bloc, il a fallu couper aussi une salle opératoire pour la même raison, parce que les infirmières, il manquait d'infirmières à l'urgence, aux soins intensifs, donc ils ont été redistribués. Fait que là, on va réanalyser aussi encore la situation la semaine prochaine. Moi, je suis sur le comité COVID aussi local. Il y a un comité qui rejoint 2 gestionnaires, 2 médecins. Donc, puis nous, on est comme les coprésidents de ce comité-là, en plus de toutes les autres branches, là. Mais donc, nous autres, c'est ça, on s'assure là, que toutes les recommandations là, de la santé publique et ministérielle soient bien suivies, là. Puis on s'assure que, justement, là, on soit capable d'offrir le meilleur service là, à la clientèle, là. Donc, si je reviens sur le vidéo qui était là pour mieux sensibiliser la population, du fait que dans la deuxième vague, les gens ici, on écope plus que la première où on n'était quasiment pas concernés. Oui. Mais que dire des gens qui ne croient pas à cette deuxième vague, ou à la COVID, là, au virus? Oui. Ben, c'est dur de ne pas y croire, là, parce que je vous dirais qu'il y en a tellement actuellement que je pense que, tu sais, il y a différentes... il y a différentes prises de position, là, quand on parle des complotistes, là, il y a différentes prises de position là-dessus, là, dans le sens que il y en a que c'est qu'ils y croient pas, il y en a d'autres c'est qu'ils veulent pas porter le masque. Puis je pense que, tu sais, ça, on les englobe toutes aussi dans le même... ça, c'est vraiment personnel, là, comme opinion, là, mais on les met toutes comme un peu dans le même paquet, si on veut, là. Mais tu sais, je pense qu'au-delà de qu'est-ce qu'on pense, de nos croyances, de nos opinions, il faut penser en tant que collectivité, puis de respecter les consignes, puis de juste s'assurer
que ton voisin, que ton père, que ta collectivité autour de toi, soit en santé, je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Ouais. Fait que peu importe comment tu réfléchis face au COVID, mais je pense que c'est juste une façon de Une prouver... responsabilité Oui, collective, là. oui, puis c'est une façon de prouver aux gens autour de toi que tu les aimes, là. En disant ça, moi, j'ai deux petites filles de 16 et 19 ans. Et ils ont dit à leur ami à un moment donné, ah ben moi, je fais attention parce que je ne veux pas contaminer mes grands-parents. C'est ça. Ben, j'ai dit, mon Dieu, la plus belle preuve d'amour, ça peut pas être d'autre chose que ça, là. Oui, exactement. Je suis d'accord avec vous parce que c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que ça va au-delà des limites. On est appelé à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il reste que le contact humain, c'est important pour tout le monde. Oui. Puis même à l'hôpital, moi, je trouve ça ultra difficile là, de être en arrière d'un masque, des lunettes, tu sais, le plexiglas, puis là, d'avoir à parler de maladie avec mon patient qui est de l'autre côté de tout ça. C'est pas humain là, comme façon de faire. Là. On n'est pas proche du patient. Fait que c'est extrêmement difficile là, d'être là-dedans, mais on n'a pas le choix. Là. Mm. Ben, merci beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir la responsable du vidéo sur la COVID, qui regroupe une quinzaine de médecins de la région. Vous avez sûrement déjà eu le plaisir de le voir. Réécoutez-le. Le message est très important. J'avais à mes côtés, alors il ne faut pas que je me trompe, là. ORL, c'est otorhinolaryngologiste, le docteur Audrey Godbout. Félicitations. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.